Terrain social. Hugues Chevarin. Stéphane Dufoy. Stéphane Dufoy est professeur de sociologie à l'université Paris-Nanterre. Il enseigne également à Sciences Po. Ses travaux portent sur l'histoire mondiale et l'épistémologie des sciences sociales. Le 22 octobre dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, déclarait « Ce que l'on appelle l'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand l'UNEF cède à ce type de choses. Ces gens-là favorisent une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène au pire. » Ces propos ont mis le feu aux poudres. Terrain social se questionne aujourd'hui sur l'islamo-gauchisme à l'université et ses supposés ravages sur les esprits. Terrain social. Bonjour Stéphane Dufoy, comment appréciez-vous la déclaration de Jean-Michel Blanquer ? Je pense que cette déclaration est vraiment problématique, d'une part parce qu'elle reprend un terme, islamo-gauchisme, qui est un terme particulièrement polémique, qui est un terme qui n'a jamais été véritablement défini en tant que tel, qui ne recouvre pas véritablement de limites qui sont très claires, c'est-à-dire qu'on a en fait affaire à un terme qui est largement fourre-tout, qui permet de mettre énormément de choses différentes autour de ce terme-là. Je pense que c'est le premier problème, c'est d'utiliser un terme comme ça, comme un anathème, d'une certaine façon, comme si en le disant, on avait déjà d'une certaine façon nommé un ennemi. Si l'on ajoute à cela qu'un tout petit peu plus loin dans son interview au Journal du Dimanche, il ajoute que les mouvements indigénistes, postcoloniaux et décoloniaux sont en quelque sorte les mouvements qui favorisent justement cette idéologie. On voit bien qu'il y a une sorte de confusion très très grande sur ce que tout cela signifie. Donc c'est en fait une déclaration qui, en tant que telle, est à la fois très floue, mais qui précisément au regard même en quelque sorte de son imprécision, doit, à mon avis, véritablement être démontée et expliquée. En ce qui concerne les réactions qui ont eu lieu, ce qu'on appelle le manifeste des 100, qui a suivi juste après, en défense justement de ce terme d'islamo-gauchisme, et qui estimait que la menace qui véritablement pesait sur la France, c'était celle du déni de l'islamisme, et que ce déni de l'islamisme était lié à une certaine pensée gauchiste, bien pensante, adepte du prêchi-prêcha, comme il et elle l'écrivent par ailleurs. Ce qui m'a frappé dans ce manifeste, c'est encore une fois le fait que l'on retrouve les mêmes accusations sur ces mêmes mouvements postcoloniaux, décoloniaux, indigénistes, mais aussi une certaine continuité avec des textes que l'on a vus fleurir au cours des 10-15 dernières années, et de manière encore plus évidente au cours des 3 années précédentes. C'est-à-dire qu'on retrouverait presque exactement les mêmes textes signés presque par les mêmes personnes il y a 3 ans, pour dire exactement la même chose. C'est-à-dire que l'université finalement n'a plus son indépendance, qu'elle est totalement gangrenée par des individus qui ne sont plus des scientifiques, mais qui ne sont que des militants, qui sont porteurs d'une idéologie, qui sont contre la France, et qui du coup nient littéralement les menaces qui peuvent peser sur elle. Donc je pense que tout cela en fait se rejoint, fait sens en quelque sorte ensemble, et que tout individu qui ne dit pas
qu'il est pour la laïcité en tant que telle, ou qui peut laisser entendre sa différence, devient suspect, comme on l'a parfois lu, ou en tout cas comme ça pouvait transparaître dans certains écrits. C'est comme si l'individu en question armait les bras des terroristes parce qu'il ne défend pas assez la République. Alors, quand on parle de sciences sociales colonisées, de quoi parle-t-on? Alors, sciences sociales colonisées veut simplement dire, c'est volontairement une expression qui est provocatrice, si vous voulez. En tout cas, elle est provocatrice dans l'environnement français et dans le monde français. Il faut savoir que dans les espaces qui ont été nos espaces coloniaux, les espaces coloniaux de la France, mais du Royaume-Uni, des Pays-Bas, d'autres pays, la question des formes coloniales des sciences sociales étaient des questions qui avaient été déjà posées depuis longtemps. Donc ça n'est pas du tout une question nouvelle. Pour vous donner juste un exemple, quelque chose de très concret, en 1974, Tahar Ben-Jelloun écrivait dans Le Monde diplomatique qu'il était urgent de décoloniser la sociologie au Maroc. On était presque 20 ans après l'indépendance du Maroc, et il estimait que la sociologie qui était pratiquée dans ce pays-là, indépendant depuis 20 ans, était encore une sociologie qui était largement imbibée par la sociologie française, et qu'il était très difficile de faire émerger des formes, des concepts, des théories, voire des auteurs qui ne soient pas simplement en train d'appliquer à la situation marocaine ou aux différentes situations sociales marocaines des concepts qui avaient été élaborés ailleurs. Quand je parle de sciences sociales colonisées ou de sciences sociales françaises à décoloniser, c'est parce que je pense que nous avons tendance dans nos universités, dans nos cours, et je l'ai fait aussi avant de me rendre compte de ça, donc je ne m'exclus absolument pas de cette tendance. Je pense que nous avons un tropisme très fort à répéter ce qui nous a été appris, et que l'histoire des sciences sociales qui nous a été appris est globalement une histoire occidentale des sciences sociales occidentales. Alors, vous êtes enseignant Oui, à Sciences Politiques. Oui, et à Nanterre. Vous formez, on va dire, la nouvelle génération politique. Quels processus doivent être mis en place pour décoloniser, on va dire, les futurs esprits, la future élite politique? Moi, je pense qu'il y a des choses qui seraient relativement simples à faire. Je pense que ça va dans trois sens, à mon avis. Je pense que il faut tout d'abord enseigner aux enseignants. C'est-à-dire qu'il faut commencer non pas par enseigner aux étudiants, mais je pense qu'il faut enseigner aux enseignants. Il faut littéralement montrer aux enseignants, par l'intermédiaire d'ouvrages, d'articles, de traductions, leur montrer que les sciences sociales, que ce soit la science politique, que ce soit l'anthropologie, que ce soit la sociologie, pour ne prendre que ces trois disciplines, ne sont pas limitées à 5 pays, ne sont pas limitées aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, à la France et éventuellement à l'Italie. Et que les sciences sociales sont pratiquées dans la plupart des pays du monde. Or, ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu. Premier point. Deuxièmement, je pense qu'il nous faudrait pratiquement une sorte d'audit de ce qui est enseigné dans les cours d'introduction aux sciences sociales ou à la sociologie, ou dans les cours d'histoire de la sociologie. Et on verrait très facilement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire cette limitation à un tout petit nombre de pays. Vous pouvez demander à pratiquement n'importe quel sociologue en France s'il est capable de citer le nom d'un sociologue sud-africain, chinois
brésilien, mexicain ou turc, il n'en sera pas capable. En revanche, vous faites exactement la même chose en demandant à un sociologue brésilien, sud-africain, chinois ou turc de citer un sociologue français, il pourra le faire. La question est, qui est le plus universaliste des deux? Vous appelez à la fin de la primauté, on va dire, de l'européocentrisme. Ben oui, mais surtout pas dans une optique qui consisterait à dire tout est à jeter, qui consisterait à dire l'Occident est toujours mauvais, qui consisterait à dire il faut se débarrasser de tous ces vieux concepts, de tous ces vieux sociologues, de tous ces vieux. Pas du tout. Ça n'est absolument pas ça. Je ne suis pas du tout dans une vision qui consisterait à penser qu'il faut uniquement enseigner ce qui se passe dans les régions du monde qui sont non occidentales. Non, absolument pas. Je pense simplement qu'il faut que nous ouvrions les œillères, comme je l'ai écrit, et voir que du coup, il se passe d'autres choses ailleurs, et que les autres choses qui se passent ailleurs, les autres débats, qui sont des débats qui se passent entre des sociologues d'Amérique latine et des sociologues africains, entre des sociologues africains et des sociologues asiatiques, entre parfois des sociologues européens et des sociologues latino-américains. Je ne dis pas que tous les sociologues européens subissent exactement ont le même travers, hein, ça n'est pas du tout ce que je dis. Je pense que si on ouvrait ces débats, c'est-à-dire que si on arrêtait de considérer que les sociologues en question qui viennent de l'en dehors de l'Occident, si on arrêtait de considérer que leurs revendications contre-hégémoniques ne sont que des revendications politiques et militantes, on se rendrait compte qu'il y a véritablement un contenu scientifique dans ce qu'ils écrivent et qu'il n'y a donc aucune raison de ne pas discuter de ce contenu-là. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais au moins en discuter, c'est la base de la science. Alors vous appelez donc à ce dialogue, à une véritable refondation des sciences sociales qui tient compte évidemment du monde. À votre avis, quelles conséquences toute cette refondation, toute cette pensée nouvelle pourrait avoir sur les politiques sociales? Comment ça peut se traduire dans les politiques sociales? Il y a plusieurs choses. À mon avis, ça peut déjà se traduire par une sorte de vision un tout petit peu différente que celle que l'on a en France, qui consiste à ne pas vouloir et à ne pas pouvoir, puisque c'est globalement à la fois la Constitution et la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui nous en empêche, c'est à ne pas avoir cette sorte de comment vous l'expliquer exactement, cette sorte d'obligation de ne jamais prendre en compte l'existence de différences. C'est-à-dire l'insistance sur l'unité et l'indivisibilité n'est pas toujours, à mon avis, la garantie de l'unité. Parfois, l'unité, et même souvent l'unité, elle a besoin de la différence. Vous souhaitez une meilleure prise en compte de la diversité française? Bien sûr, mais bien sûr. Le problème, c'est que cette meilleure prise en compte de la diversité, et quand je dis française, c'est véritablement à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire confessionnel, ethnique, linguistique, social, genré, sexué, etc. À mon avis, elle est absolument essentielle pour véritablement je ne vais pas dire refonder, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus de peuple français. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à la question d'une espèce de décadence ou d'une espèce de faillite du peuple français, comme on peut l'entendre, ou de mélancolie française, d'une sorte d'âge d'or qui aurait été perdu. Non, je pense simplement qu'il y a des choses à faire. Et que ces choses à faire, moi j'essaie de les montrer, on va dire, dans l'espace
qui est celui que je connais le mieux. Je ne suis pas un homme politique, donc je ne peux pas travailler à ce niveau-là. J'essaie de le faire à l'intérieur de mon propre espace, mais c'est un espace qui a aussi des implications pour moi, qui sont des implications politiques. On le voit d'ailleurs très bien avec ces différents manifestes qui eux-mêmes, alors qu'ils reprochent le militantisme d'un certain nombre de scientifiques, finalement arborent une position et une posture qui est largement plus idéologique qu'elle n'est scientifique. Parce que, pour ne prendre que cet exemple-là, quand il mentionne les mouvements post-coloniaux et décoloniaux, il parle de quelque chose qu'ils ignorent complètement. Ils ignorent complètement, véritablement, de quoi sont nés ces mouvements, ce qu'ils disent, ce qu'ils proclament et ce qu'ils essayent tout simplement de faire vivre, et qui est rarement, ça arrive, mais qui est rarement un rejet de l'Occident, qui est rarement un anti-occidentalisme forcené, et qui est beaucoup plus un appel à l'ouverture et un appel à un universalisme qui est un autre universalisme. Merci Stéphane Dufoy. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'Université Paris-Nanterre. Vous enseignez également à Sciences Po. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.